Hello les légendes, je suis très heureux de vous retrouver pour la 5e saison du podcast Tennis Légende. J'espère que tout le monde a passé d'excellentes vacances. On reprend en douceur en cette fin d'été et plutôt que de terminer le mois d'août avec une rediffusion, j'ai eu l'idée de vous faire un contenu un peu différent avec Ralph Bogossian, le prépa physique de Ben Bonzi notamment, en débriefant sa tournée d'été pendant laquelle il a coaché des joueurs de club sous un angle décalé évidemment puisque Ralph a la double casquette coaching pro et entraîneur amateur. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille sont des audios WhatsApp qu'on s'envoie régulièrement avec Ralph. Et il m'en a fait quelques-uns cet été en me confiant avec beaucoup d'humour les aberrations qu'il pouvait entendre et voir sur le court. Et en dehors du court d'ailleurs, lorsque les joueurs manquent totalement de lucidité. Alors il nous fait un best-of de ce qu'il a vu et entendu et qui pourra vous servir à être un peu moins fou sur un court de tennis peut-être. Et si vous êtes parent de joueur, cet épisode va également être d'une grande richesse pour vous. Voilà. Si vous aimez l'approche de Ralph, sachez qu'on a tourné plusieurs masterclass ensemble pour vous permettre de progresser sur le court, comme celle pour gagner en endurance ou encore pour développer son œil et sa vision de jeu, mais aussi pour s'échauffer de manière complète avant un match ou gérer sa récup avec des circuits d'étirement ou autres gainage. Le tout bien évidemment axé et dédié aux joueurs de tennis. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller prendre le taureau par les cornes en cette rentrée et aller chercher 2 classements. Tout le contenu réalisé avec Ralph est tourné sur le court. C'est facile à suivre et d'une richesse absolument exceptionnelle. Voilà, place à cet épisode de reprise avec Ralph Bogossian dédié aux aberrations vues et entendues sur un court par un coach professionnel. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bon alors, hello à tous, je suis avec Ralph pour cette rentrée. On enregistre le 31 août. Et Ralph Bogossian, si vous le connaissez pas, il est préparateur physique et entraîneur de tennis, préparateur physique notamment de Ben Bonzi dans la structure avec Lionel Zimbler, Ben qui est top 50 là récemment. Et ce qui est intéressant, donc on a déjà fait un hors-série pour te présenter, on va pas le refaire, mais je le dis dans les grandes lignes. Ce qui est hyper chouette et que tu m'as confié, parce qu'on s'envoie des audios WhatsApp régulièrement, c'est que tu es encore entraîneur dans un club et tu as organisé des tournées de tournois cet été où tu accompagnais les jeunes. Et moi, ce que j'adore, c'est que tu peux faire le lien entre le milieu pro, qui est très exigeant, très professionnel, qui laisse rien au hasard, et le milieu amateur, qui est un petit peu plus approximatif, on va dire. Et ce que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui, grâce à toi, avec toi, c'est toutes ces aberrations qu'on peut entendre sur les tournois. Alors, il y a des trucs qui vont être pointus de temps en temps. Il y a quand même des florilèges de choses que toi, dans ton oreille de pro, vont te bourdonner tellement fort que je trouve ça cool que tu les aies moulinés et que tu nous les retransmettes pour dire, bon, écoutez les gars, maintenant, si vous voulez passer des caps, si vous voulez vraiment progresser, si vous voulez dégonfler la pastèque, eh ben, c'est important de changer un peu le discours. Donc, merci Ralph de prendre ce temps de nous transmettre un peu ce que tu as entendu ça et là cet été. Déjà pour commencer, ce qui m'intrigue, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu vas continuer de rester entraîneur, d'avoir la double casquette, préparateur physique au contact de joueurs pro et entraîneur de club? Est-ce que tu as envie de continuer de faire les deux? Ou est-ce qu'à un moment tu vas basculer peut-être dans le milieu professionnel? Enfin, comment tu vois les choses? Non, j'aime bien voir les deux. J'aime bien voir les deux, ça me permet de garder la tête sur terre, ouais. Enfin, les pieds sur terre aussi. La tête Ouais, un peu dans les nuages avec les joueurs pros et ouais, les pieds sur terre aussi parce que tout simplement c'est la réalité du terrain, c'est ce qui se passe tous les jours et c'est bien d'avoir aussi un souci de transmission. Donc, c'est que moi j'aime bien transmettre à des gens aussi qui sont quatrième série, qui sont très passionnés, qui ont cette envie de progresser et tout se passe là en fait. C'est que le sport il part. Il commence déjà dans la rue, quoi. Tu vas courir, t'as pas que des athlètes, t'as pas que d'équipes choguées, et c'est pareil pour le joueur de tennis. Tu vas dans un club de tennis, euh, le peu de gens qui ont vu Roger Federer, ça en ouais, dit long. ouais. Donc non, j'aime bien ce côté-là, et j'aime bien faire progresser les gamins, j'aime bien les amener à si on peut les amener déjà sur la seconde série avec des enseignants avec qui je bosse, c'est déjà énorme. Les amener encore plus haut, c'est cool. Mais j'aime bien, j'adore former en fait. D'accord. Je suis complètement fan de ça. Je trouve que la formation elle est belle. Et puis d'avoir cette palette assez large, ça me permet aussi de m'améliorer, de prendre sur moi. Parce que tu vois, quand le mercredi même, je fais même de l'école de tennis. Je fais pas que de l'école de compète, mais je fais de l'école de tennis et je suis avec de baby tennis. Quand j'ai des gamins qui ont 4 ans
et que je dois avoir pendant 3 heures, je te garantis qu'ils en ont strictement rien à faire que j'entraîne les joueurs pro. Et ça me met hors de ma zone de confort. Et je suis obligé à chaque fois de diversifier les situations, diversifier les séances. Ouais. Et c'est un apprentissage permanent. Donc, ça m'oblige à être meilleur, en fait. Donc, Je suis venu te voilà. voir dans ton environnement à Gemnos pour tourner du contenu, des masterclass notamment. Je comprends que aussi tu puisses avoir un équilibre parce que la vie de circuit, c'est des voyages non-stop et tu as un environnement de travail qui est Ouais. exceptionnel. Mais demain, si un joueur très prometteur te dit je te paye tant pour faire une saison sur le circuit, tu déclines? Non, pas forcément. Faut que j'étudie la proposition. Après, encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là, et c'est vrai que le monde pro est un monde ultra instable. Il peut se passer plein de choses. Il peut se passer le joueur en a marre de la relation, le joueur peut se blesser, moi je peux être lassé. Il peut se passer plein de choses différentes. Et quand on voit le dernier article dans l'équipe qu'il y a eu la semaine dernière Hmm. sur le burn-out des coachs, on peut le comprendre parce qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui sur le circuit qui sont des porteurs de sac. Et des fois, ils retiennent un peu ce qu'ils ont envie de dire par peur de se faire dégager. Ouais. Et moi, j'aime bien avoir cette liberté de parole et de dire un peu les choses telles que je les pense. Et c'est pour ça que dans le club, j'ai mon équilibre aussi parce que c'est libre. Il n'y a pas de barrière et pas de trucs, etc. Même, après, maintenant, tout dépend du projet, encore une fois. Aujourd'hui, c'est Team Elite, c'est ça le nom de la structure? Donc, Team Elite ZV, ouais, c'est ça. Vous avez combien de joueurs pro? Combien de joueurs pro tu coaches toi physiquement? Alors, actuellement, j'en ai trois. Ouais. Je m'occupe de Benjamin Bonzi, Laurent Locoli et Antoine Wang. Ouais. Euh, il y a également dans la structure deux autres joueurs dont j'ai eu plus ou moins la charge sur l'intersaison, mais qui sont pas réellement avec moi, qui sont dans des structures autres, mais qui viennent se greffer. Alors eux, ils sont entraînés tennistiquement dans la structure, Ouais. et physiquement, des fois, je les incorpore avec les autres lors de la pré-saison. Hmm. C'est Antoine Escoffier et Sacha Guémard, qui est un jeune joueur. Donc voilà, ça fait 5 joueurs dans la structure, et on est basé sur Marseille. Alors avant de parler de cette histoire de tournée d'été, parfois ubuesque, ouais, je rebondis juste sur l'équilibre que tu peux avoir entre milieu pro et milieu amateur. Parce que je sais pour te côtoyer un petit peu maintenant que tu es dédié corps et âme à ce que tu fais et que tu es hyper généreux, c'est-à-dire que tu vas chercher les joueurs à l'aéroport. D'ailleurs, tu vas à Marseille pour l'entraînement physique, donc tu fais la route. C'est pas à côté de chez toi. Et parfois, tu me disais que vous écriviez tous les jours avec les joueurs pros et que du jour au lendemain, lorsqu'il y avait une défaite, plus de son, plus d'image, plus de nouvelles, quoi. Et qu'à ce moment-là, si t'es dédié corps et âme à un ou deux joueurs, mais généralement, quand t'es prépa physique, enfin, c'est plus un joueur, ouais, tu peux te retrouver sans rien, sans taf, à plus savoir où donner de la tête, quoi. C'est assez Alors, particulier, en fait, quoi. la notion de défaite, elle est pareille même au niveau amateur. C'est que tu as des joueurs dont je m'occupe qui ont un bon niveau, au niveau amateur. Le mec perd, hein, plus de nouvelles. Des Ok. fois, c'est assez frappant. Alors, ça peut être pendant 2 jours, pendant un jour, pendant 3 jours, mais peu importe. Et par contre, voilà, cette notion d'absorption de la défaite, comment la digérer et surtout comment gérer la relation avec le coach ou avec le joueur. Et cette ambivalence qu'il peut y avoir où c'est j'ai gagné, donc ça va, j'ai perdu, ça va pas du tout, c'est bon, c'est la fin du monde. En fait, non, la Terre continue de tourner, et c'est bien justement qu'on parle de ça pour ensuite enclencher sur le fait d'avoir certains comportements en tournoi qui sont complètement débiles. Et, Voilà. et, et juste lorsque le joueur disparaît parce qu'il a perdu et que la veille pour le lendemain à 23h, il dit au fait, j'arrive à l'aéroport demain à 8h, est-ce que tu peux venir me chercher? Comment est-ce que tu fais pour mettre ta fierté de côté et rester au service du projet, quoi? Ouais, ça fait partie du job. Après, moi, sur l'aéroport, je vais pas aller chercher. Ça, je le faisais en académie, Ouais, beaucoup. Là, ok, depuis que je suis avec la structure de Lionel, je le fais pas parce que les mecs, ils sont complètement indépendants. ok, Donc, quand ils rentrent sur Marseille, soit ils prennent un Uber, soit ils ont laissé la voiture à l'aéroport. ok. J'étais Et- resté sur le fait qu'une ou deux fois, les gars, la veille pour le lendemain, ils te demandaient hyper tard pour le lendemain tôt. non.
Non, généralement, ils le font pas parce que justement, Lionel a bien mis les codes là-dessus. Et puis, les joueurs qu'on entraîne sont des mecs assez... ils ont pas le boulard, quoi. C'est des mecs Ouais, assez cool. Néanmoins, voilà, des fois, ben, le mec perd. Bon, je, je sais même pas s'il faut envoyer un message ou pas. ouais. C'est-à-dire Parce que que, ouais, vas-y, pardon. le joueur perd. Et des fois, je pense que le silence, il est plus fort qu'une petite parole qui peut. Ah, dommage, ouais, mais dommage, dommage, c'est gentil avec ton dommage. Pourquoi tu me dis dommage là? C'est un match de merde. De quoi? Voilà, en fait, des fois, il vaut même mieux rien dire. Ouais, Le mot à dire, par contre, c'est d'encourager, de continuer, de rester positif. Mais même là, si tu dis reste positif, ouais, reste positif, j'ai fait un match de merde. Pourquoi tu me dis rester positif? En fait, à toutes les choses, il faut bien choisir le choix des mots et même la quantité de mots qu'on va donner, le moment où on va le faire, c'est primordial. Quand il y a une mm, victoire, il n'y a pas trop de soucis. mm, Mais quand il y a une défaite, tout dépend du contexte, c'est compliqué, quoi. ok. Donc, Et sur le débrief, Lio, il dit à Poulet, Poulet, dommage. Reste positif, Poulet. Poulet, il va le sortir, il va le dire. Ça, c'est sûr. Non, là-dessus, il est très objectif. Il a ce côté quand même où il est très paternaliste, mais il a un côté très objectif par rapport à la performance. Et il va sortir des points clés où le joueur va dire ah bon, ah ouais, ouais, attends, regarde les images, regarde là. Et là, tout d'un coup, ben, le joueur prend conscience que c'est le cas. D'ailleurs, il avait un petit passage dans l'article sur l'équipe du burn-out des coachs où il explique que c'est un métier tellement prenant qui lui a valu un divorce, ne pas voir ses enfants grandir. Enfin, quelle vie de dingue, quoi. Et il dit, en fait, t'as l'impression que c'est tes enfants. La Ah phrase oui, qui oui, c'est de ses enfants en tant qu'ils gagnent, et dès qu'ils gagnent plus, ben, dès qu'ils perdent, les mecs, c'est des étrangers, quoi. Euh, ouais, c'est la solitude aussi du coach quelque part, parce que le coach, il est là. Moi, je me vois comme un guide. Hein. Je me vois pas comme un. Bien sûr que je suis entraîneur, mais je me vois énormément comme un guide. Et que ouais, je suis comme un arbre sur le chemin ou une pierre sur le chemin. Le joueur va me rencontrer, il va peut-être se servir de moi pour aller plus haut. Je vais l'aider à aller plus haut, mais je sais très bien qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Et je suis très clair avec ça. C'est-à-dire que si ça s'arrête, ben ça. hmm, Et je avec moi-même. Un petit peu comme Nick, sur Internet. Voilà, c'est la vie, elle est comme ça. Ça, ensemble, un petit chemin, puis à un moment donné, ben, ça peut s'arrêter. hmm. Et ça s'arrête comme je suis pas à ce que ça continue. Mais je vais essayer de m'affranchir des pensées parasites et de pas tomber dans la folie. Parce que Ouais, sinon, la folie, la démence. oui, c'est quoi, tu vas dire, et pourquoi il a arrêté, pourquoi elle a arrêté, qu'est-ce Ouais, que j'ai dit de mal, est-ce que c'est par rapport à la défaite? Non, des fois, c'est juste le joueur ou la joueuse qui arrive à un point, ben, on veut voir autre chose, tout simplement. hmm. Voilà. C'est pas, C'est vrai que Sam nous en a parlé de la solitude du coach. Ouais. Bon, allons-y, Franco. Juste pour nous planter le contexte, combien de joueurs t'as emmené, sur combien de tournois t'es allé, et à voilà. partir de quel moment ça a commencé à te siffler dans les oreilles, parce que je me souviens que tu m'avais fait un audio, mais t'étais remonté, quoi. On avait une quarantaine de gosses, Et quand même. pour 5-6 tournois, en fait, parce qu'en fait, il y a des gamins qui avaient perdu sur un tournoi, donc ça fait globalement 6 tournois. Pour l'ensemble des joueurs, enfin pour la totalité des joueurs, mais sur les joueurs joués entre 3 et 4 tournois, voilà, sur une quinzaine de jours. Donc ça veut dire 5-6 sites différents, 40 joueurs à gérer, on est 3 coachs. Wow. Oui, sachant que j'avais aussi les joueurs pro à m'occuper. Voilà, Donc, densité. il faut jongler pas mal, ouais. Il faut jongler Ouais. pas mal et il faut que je change aussi mon état d'esprit dans le sens où ben, je passe d'une tournée de gamin le matin où je suis à non classé. Et le soir, je me retrouve ou l'après-midi, je me retrouve avec un Laurent Locoli ou un Benjamin Bonzi ou un Antoine Wang qui sont des mecs, ben, qui jouent des grands chelems, quoi. Ouais. Ah, c'est fou. Incroyable. C'est Donc, ça qui est beau. C'est ces facettes, ces diverses facettes.
auquel t'as droit, quoi. Enfin, que t'as construit évidemment. Alors, du coup, le truc numéro un qui est ressorti, t'aurais envie de commencer par quoi sur les aberrations que t'as pu entendre sur les tournois d'été, quoi. Les aberrations, elles commencent par le gamin qui dit oh, tu te rends compte, t'as vu comme il a un gros sac? Ça, ça commence par ça. Ça commence par ah, il a un gros sac, il est bien habillé. Alors là, déjà, le gamin, il est déjà en stress parce que le gamin en face de lui, il a le sac de Rafael Nadal qui fait 3 fois sa taille. Déjà, le gamin, il est en stress. Après, la deuxième aberration, qui est toujours assez drôle, pour moi, hein, mais à l'époque, peut-être qu'en tant que gamin, je la vivais de la même manière. Je ne sais pas, il faudrait que je me replonge dans mes pensées. Le gamin qui est 34, qui dit, t'imagines, si je fais que perdre, là, je vais descendre 35. Et du coup, ça, celle-là, elle est complètement hallucinante. Et tu peux la sortir à toutes les sauces. C'est-à-dire que tu l'as à n'importe quel classement, mais très souvent, tu l'as sur les petits classements. Sur les classements un peu plus élevés, tu l'as un peu moins, quoique, mais tu l'as. Après, t'as le joueur un peu plus fort qui va se retrouver à abandonner parce qu'il trouve que le joueur adverse a un style de jeu qui lui correspond pas. Ouais. Ouais, ouais, j'ai vu des mecs comme ça à 15. Ouais. Moi, j'accompagnais les gamins, un match à 15 à côté. Ah non, non, j'ai pas payé pour jouer sur un service volleyeur, un serveur volleyeur. Oh là là. Parce que Et le mec se fait défoncer. il perd 3-0. Ah bon? Oh là là. Mais alors, C'est juste déjà pour reprendre le sac et le classement, qu'est-ce que tu réponds avec ta casquette de coach? Parce que là, c'est des cas de figure de très jeunes joueurs, mais il peut y avoir cet automatisme chez des joueurs un peu moins jeunes. D'ailleurs, après, tu auras des exemples de joueurs un peu plus âgés auxquels l'audience pourra peut-être se confronter. Mais toi, déjà, ouais, tu réponds quoi? bah, ce que je réponds, c'est l'adversaire, il a deux bras, deux jambes comme toi. Ouais, Il y a une balle, il y a un filet, il y a un cours à atteindre. C'est pas parce qu'il a un gros sac bah, qu'il est forcément meilleur que toi. C'est pas gage. Tout le monde peut bien s'habiller. ouais. Ju- Juste pour rebondir, j'ai fait une tournée à Nice il y a un petit moment. Et c'est vrai que dans le sud-est, je pense de manière générale, les mecs sont tirés à quatre épingles, quoi. J'ai joué 4 Rafa, 3 Roger. À l'époque, Sur Nice, c'était... sur la Côte d'Azur, Ah ouais, parce qu'à Marseille, c'est encore différent. c'est un peu différent. Tu auras un peu D'accord. plus de maillots de foot. Ah ouais, parce qu'à Biarritz, là, tu vois, j'ai refait des tournois, ça fait 4 ans que ça n'était pas arrivé. 80% des gens arrivent avec un sac à dos, une raquette plantée et Ah ouais. une banane, une bouteille qu'ils viennent d'acheter dans le clubhouse, quoi, tu vois. Ah Et ouais, non, c'est pas le cas sur la Côte d'Azur. À la Côte d'Azur, les mecs sont généralement, sur Nice, généralement, ils sont bien habillés. hmm. Et Ouais, souvent. jusqu'à ici, c'est fou, c'est jusqu'à de 6 à 6 quoi. Les Ouais, mecs, alors après, justement, je rebondis là-dessus. Sur ce style un peu glandouilleur, les mecs veulent se donner aussi un style glandeur, pour se décharger de la pression. hmm, C'est ce qu'on appelle une prise de temps. Donc, le gars, il arrive très souvent sous le bras, ou allez, deux ou trois raquettes sous le bras, la bouteille d'eau, les lacets défaits, et il fait style qu'il est cool. ouais. Sauf que l'image, il se donne un air cool. Tu vois, je suis décontracté, sauf qu'en fait, il doit être tendu comme jamais. Il pète un cadre. Donc, Le jeune qui a peur de redescendre 35, tu lui réponds quoi? oui, je lui ai dit, écoute, ton objectif, c'est d'être 33 dans ta vie. Et là, en fait, il se rend compte que la vision, elle est sur le long terme. Et Ouais, qu'on voit le court terme, euh, tu peux pas, tu peux pas te libérer de la pression. C'est impossible. ouais, Impossible. Le souci, il est là, c'est que finalement, ce gamin-là, euh, bah, il a gagné plusieurs matchs, il allait gagner jusqu'à 30 parce qu'il a réussi à s'affranchir de ses pensées parasites. Et l'exemple que je cite à chaque fois, c'est Rafa Nadal sur un premier tour du Grand Chelem. Et là, il y a encore la preuve hier, il a encore perdu le premier set, hein, sur un ouais. mec. Et pourtant, ça n'empêche pas de gagner des grands chelems. Donc, si Rafa se réfère par rapport à son niveau de jeu et au fait qu'il perd un premier set sur un adversaire a priori moins fort, il se creuse sa tombe. Si par contre il se dit, bah, tiens, ça va se mettre en place au fur et à mesure, je vais y arriver. L'adversaire qui abandonne parce que le style de jeu lui va pas ou parce que il a mal dormi la veille.
Lui, tu lui dis quoi? Ah, lui, alors, avec moi, ça se passe jamais. Ça, c'était pas un mec à moi, hein. Oui, oui, non, mais Là, si ça se produisait, admettons, tu vois. Ou si ah, tu devais lui parler à ce gars-là. là, je pense que bah, déjà, d'une, je le prends entre quatre yeux et je convoque les parents direct. Ouais. Rien à faire là. C'est un manque de respect total vis-à-vis déjà de moi. On se déplace, on fait l'effort. Euh, les autres gamins aussi font l'effort. Ses parents payent. C'est inadmissible je trouve qu'en fait, si tu veux, on banalise trop ce comportement-là et c'est devenu monnaie courante quand même. Parce que une défaite ne fait plus perdre de points. Ouais. Un peu le chien qui se mord la queue. Avant, dans les années 90, 80, ouais, 98, 99, même 80, 97, les mecs qui perdaient des matchs, ils perdaient des points. Aujourd'hui, tu perds plus. Conclusion, bah, un match, ouais, c'est pas grave, c'est un match. Et le Mm. souci, c'est qu'on banalise le fait de balancer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des comportements qui sont complètement farfelus. Parce que le mec, et en fait, à s'en foutre comme ça, bah, ça devient à la fois boulard, ça devient irrespectueux, et puis, moi, je trouve ça très triste. Donc, si jamais ça se produisait avec moi, ben, je le dégagerais de la tournée direct. Il n'y a même Wow. pas de. Ah oui, il n'y a pas Pas de de. préavis. Boum. Non, non, en fait, t'as rien à faire sur un terrain de sport, hein. T'as rien Ouais. à faire en compétition. Si tu abandonnes comme ça parce que le mec a un style de jeu qui ne te correspond pas, ben, il vaut mieux, hein. Je te fais un cadeau, arrête. Tiens, Mm. on arrête, ça sert à Mm. rien. L'argent, j'en veux pas. J'ai une image, le club a une image, et elle est plus forte que le joueur. Mm. Donc, ouais, Pour faire écho, j'ai joué un gars de La Réunion qui faisait service volé, qui nous écoutera peut-être parce qu'il écoute le podcast. Et c'était un calvaire. Il n'y avait pas un échange. ouais, Le mais mec, le mec me faisait soit service gagnant, soit volée gagnante, soit un coup dans la bâche, dans le grillage. Il n'y a pas eu trois échanges. ouais, Et c'était mon deuxième tour. Et en fait, mec, t'as pas le choix. Tu fais le dos rond, quoi. Tu la fous dedans. T'essayes de gagner 4 et 3, 4 et 4, 5 et 5, peu importe. Même si tu gagnes 6-4 troisième avec un break. Et puis t'accèdes au tour suivant où tu vas essayer de te régler un peu plus. Et voilà, il faut le prendre comme une étape ce qui me fait rire, pour le tour suivant, quoi. avec ce genre de mec qui râle, généralement, ce gars-là qui abandonne et qui râle sur le mec qui fait ça isolé, il va dire, ouais, putain, mais c'est pas du tennis. Ouais. Alors, la question intéressante, parce que là, on pourrait remettre un grand panneau. Ah, la question intéressante, qu'est-ce que le tennis? Tout d'un coup, le match d'après, il joue sur un rameur. Ah, mais putain, il fait que ramer. Ah, ben, alors, qu'est-ce que le tennis? Et c'est ça qui est insupportable, c'est que les mecs, ils voudraient jouer contre des gens qui sont plutôt des beaux joueurs, qui frappent avec un certain rythme et qui fassent la petite faute au bon moment pour qu'eux, ils puissent gagner. Il Ouais. faut ni un rameur, ni un serve-volleyeur, ni un mec qui met que des marmites et qui fait que des coups gagnants. C'est compliqué quand même. Ouais, tu Et, m'étonnes. et c'est vrai que c'est du fait aussi que les juges arbitres n'osent plus mettre des avertissements aux joueurs, bah, ça fait que parler. Hmm. Mais qui peut parler? Là, le gars, ouais, c'est pas du tennis. Le mec, il frappe, il est au filet, scandaleux. J'ai vu ça aussi il y a quelques années sur un match. Le joueur, il prend combien? Deux et deux, deux et un. Fin du match, ils sont au bar. Mémorable. Un rappel pour liker cette vidéo et mettre 5 étoiles, peu importe où vous l'écoutez sur les plateformes audio. Si vous êtes sur YouTube, le like nous permet de mieux la référencer et de faire connaître la chaîne. Et les 5 étoiles, de la même manière, permet de faire remonter au classement et à terme, en étant connu, d'avoir des invités de renom qui feront kiffer tout le monde. Voilà, tout simplement. Vous avez un lien aussi dans la description pour vous abonner à notre newsletter. Ça nous permet de faire grandir le bouche à oreille autour du podcast. Pareil, c'est hyper important pour nous soutenir. Et en plus, à travers cette newsletter, vous avez un rappel à chaque fois de l'épisode qui sort, des masterclass également qui sortent et du conseil coaching numéro 1 qu'on a regroupé dans un document de nos précédents invités du podcast. Ce sont des conseils immédiatement applicables dans votre jeu dès votre prochain entraînement ou votre prochain match. C'est une vraie mine d'or à avoir sous le bras, sous le coude, peu importe. Et voilà.
Donc inscrivez-vous à la newsletter, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien et en plus ça vous permet de progresser sur le cours. Voilà. Allez, c'est reparti, on y retourne. Les gars qui ont 45, ouais, entre 45 et 52, ouais, je pense, 52, 53 ans. Je fais, putain, mais sans déconner, t'as mis quoi? 2 points gagnants? T'as rien fait, mec. T'as rien fait. Il était en train de boire une bière. Mais putain, mais t'as rien fait, t'es nul. L'autre qui limite s'excuse un peu. Ouais, excuse-moi, il y a quand même eu 6-2-6, hein. Ouais, mais putain, t'es nul. Oh la vache. Voilà, ça c'est véridique. Je l'ai vu en tournoi. Voilà, grandiose. Conclusion, bah, tu te retrouves avec des phrases qui sont après répétées par les gamins Ouais, et que tu retrouves avec les parents. Et moi, j'ai eu affaire à ça il y a quelques années en arrière. C'était en 2000, ouais, 2006, 2007, où j'ai perdu contre un joueur 6-0, troisième, un mec à 1-6. Non, 0, sur dur. Une semaine après, je le rencontre sur terre battue. Et cette fois-ci, c'est moi qui gagne 6-0, troisième. Et là, le père arrive et il met une tarte. Et il fait, putain, t'as perdu sur un pas bon, il fait que remettre la balle. Voilà. Voilà ce que ça engendre. Et quand tu fais un parallèle avec le père Williams dans le film, je sais pas si tu l'as vu, King Richards, exceptionnel. quand il retire ses filles du circuit junior parce qu'il supporte plus l'attitude des parents, c'est exactement ça. Les mecs ils sont complètement gaga. Ils en deviennent complètement fous. Donc pour eux, si leur gamin joue sur un adversaire qui est plus fort, qui joue du beau tennis, c'est-à-dire du tennis un peu Champagne comme ton t-shirt. ouais, un petit peu champagne avec des beaux coups, ça va. Si par contre, le gamin, il perd sur un adversaire moins fort, a priori moins fort, parce qu'il est moins bien classé, et ça veut pas dire qu'il est moins fort, et qu'il pousse la balle, ou alors qu'il fait service volé, et tout d'un coup, c'est plus du tennis. Ouais, Donc ça, c'est problématique. ouais, clairement. C'est complètement problématique. Beau move de Richard Williams, mais hier on en parlait du film et tu m'as dit qu'il était un peu siphonné, le gars. Ouais, bah, de toute façon, il faut être allumé, mais je pense qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'autre solution, en fait. Lui, il s'est dit, tiens, j'ai mon plan, je m'y tiens, et quelque part, c'est un génie. Hmm. Mais c'est un Alors, véritable génie. Donc, là. autre aberration de l'été. Autre aberration de l'été, un gamin. C'est drôle parce que j'ai fait quelques vidéos avec lui, après le match. Il perd le match. Alors déjà, il prend sa casquette, il saute dessus à pieds joints, mais il s'arrache quand même, il s'accroche, hein. Il lâche pas un point. Il prend la casquette, il tape dedans, il perd son match. Et je fais, allez, viens, on va faire un petit débrief quand même. Et je sors la caméra parce que je sais que des fois, ça les fait un peu plus rigoler. Et je sors la caméra, je mets mon trépied, je fais voilà, conférence de presse d'après-match. Que penses-tu de ton match? Rien. Comme ça, rien. Je fais, comment ça, rien? Bah, nul, quoi, nul. Et C'est c'est quoi, extraordinaire d'avoir des souvenirs comme ça 10 ans après. J'aurais rêvé d'avoir ça. j'ai fait, mais c'est quoi la solution alors? Il me fait, bah, j'arrête le tennis. Je fais, mais t'arrêtes. Alors, hier, t'étais heureux parce que t'avais fait une perf, et aujourd'hui, tu perds un match, et t'arrêtes le tennis. Il me fait, bah ouais. Je fais, mais pourquoi tu dis ça? Bah, je suis nul. Le mec, il est nul, et moi, je suis encore plus nul. Là, on parle d'un gamin qui a 11 ans, quand même. Ouais. Je fais, pourquoi tu dis ça? Il me fait, bah, l'autre jour, je l'ai vu jouer, le gars. Aujourd'hui, il a joué à 10%. 10% et il me bat. Ça veut dire vraiment que je suis nul. Il sort des chiffres comme ça qui sortent de nulle part. Ils inventent des trucs. Ils, Et ils alors, inventent des comment, trucs. comment, comment, comment s'est soldé ton coaching? Ben, mon coaching, en fait, bon, déjà, mon coaching il était fini parce qu'il avait perdu son match. Donc, de toute façon, il n'y a pas de coaching dans le match. Non, mais Et du voilà, coup, comment tu le remets dedans, quoi, le gamin. non, après, il faut faire quelques blagues. Il faut essayer de le faire rire. Et puis, le fait qu'il y ait d'autres matchs aussi à côté avec ses copains, ça le remet dedans et il se rend compte aussi de la situation. Et puis, vu que les potes ont parfois ce genre d'attitude aussi où ils vont se jeter sur la casquette, ou alors même moi, je me mets en situation. Je prends la casquette, je me mets à sauter dessus, je Ouais. fais alors, tu me trouves comment? Ah ben là, c'est ridicule. Je fais, bah, ouais, bah, t'étais comme ça tout à l'heure. Donc là, du coup, ça permet un petit peu de relativiser, de calmer. Et puis, c'est les gamins là, pour le coup, c'est un gamin intelligent, donc il n'y a pas de, D'accord. il y a pas de souci. Il a pas Pas de mis ses souci. raquettes sur le bon coin, il les a pas vendues au Non, premier non, qui. non, non, mais par contre, il y en a un qui l'a quillé dans l'arbre, comme ça, hein. On Ouais. en a quelques-uns qui,
Mais ça existe, hein, des mecs un peu plus vieux, sur un coup de tête, qui ont rangé les raquettes au grenier et terminé, bonsoir, quoi. J'ai Ah, arrêté mais ma carrière là-dessus, quoi. j'en ai vu quelques-uns comme ça qui ont jeté l'ensemble des raquettes. Je me rappelle d'un futur à Grasse il y a quelques années, où le joueur, il perd, hein, il prend une raquette, deuxième raquette, troisième raquette, quatrième raquette, cinquième raquette, prend le sac, le jette comme ça, il s'allonge les bras en croix, il reste quasiment une dizaine, quinzaine de minutes sur la pelouse comme ça, les bras en croix. Je peux peut-être lui appeler la lumière. Et au bout de 15 minutes, il se relève et il reprend son sac, il range les raquettes et il se barre du club. Et il t'imagine pour quelqu'un qui connaît pas le tennis, il se dit, mais il y a que il y a que des maboules dans ce sport, ils sont complètement frappadingues. Oh, T'ima- putain. T'imagines si tu joues au foot, ou alors, je sais pas, tu fais du ski et tu rates la première porte, et tout d'un coup, tu remontes, tu fracasses chaque porte avec tes bâtons, tu prends les skis, tu les balances dans la foule. Ça arriverait jamais. Les mecs sont complètement tarés. C'est un sport de gaga. Voilà. Oh là là. Mythique. On a deux projectiles dans les mains. Il y a une balle et une raquette et les mecs, ils deviennent complètement hystériques. Oh Complètement là hystériques. là. Avant d'aller sur la prochaine aberration, je parlais avec des mecs du paddle début de semaine qui me disaient, je suis jobard sur un cours de tennis et au paddle, je suis plus calme. Et on essayait de comprendre pourquoi, on essayait d'analyser. Je crois que Ouais, j'y crois pas trop, moi. le fait, t'as dit quoi? J'y crois pas. Bah, J'y crois. il y a quand même des trucs parce que il y a deux trucs. Le fait d'avoir un partenaire Oui, il y a un partenaire. qui te tempère parce qu'il est juste à côté de toi et puis tu peux pas non plus hurler dessus à tout bout de champ. Et il y a un autre truc intéressant, c'est la proximité que tu as au paddle ou au Ouais, tennis. T'as plus de distance, donc t'es un peu, ouais, puis la vitre. Il y a la vitre hein, qui te. Si jamais tu envoies un scud dans la vitre, tu la reprends en pleine tête, quoi. en plus. Et puis t'es beaucoup plus proche de l'adversaire, donc tu vas moins hurler comme un bœuf. Là où au tennis, tu vas Ouais. avoir 20 mètres et bizarrement, dès que tu te retrouves à la chaise d'arbitre, bah tout le monde regarde ses chaussures et puis et puis pas un mot, tu vois. Et bref, il y a ce truc au tennis, ouais, tu te dégoupilles complet, quoi. Ah non, mais le mec, il fissure complet. Ils sont possédés. Ah, c'est le terme. Alors, Possédés. t'en as une ou deux qui restent dans Ouais, le ouais, pipe? ouais. Il y en a une qui est mémorable. Elle date d'il y a quelques années en arrière. Ça joue, je suis assistant juge arbitre d'un tournoi, Ouais, un gros tournoi, et ça doit jouer 32, 33. Et échange de 32, 33, mais ça jouait bien. ouais. Vraiment, ça jouait bien. Et la balle se retrouve sur le revers du mec, mais il est en défense, il bout de course, et il tente un revers long de ligne. Et là, il sort une phrase mémorable. Je la rate jamais, celle-là! Et il envoie un scud. Il envoie un scud. Il est bout de course, il est à bout de bras, comme ça. Bout de bras. Il tente un scud long de ligne. Et il la rate. Il la placarde complètement. C'est une horreur, le truc. Mais ça va! Bref, moi, je suis sur la terrasse, je suis mort de rire. Le patron du club, qui était en 5-4, mort de rire. Et le tournoi continue. Le tournoi avance. Et on arrive à -15. Ouais. Et le -15 joue sur un mec à -4. Même genre d'échange à leur niveau, bien sûr. Quasiment la même situation. Le mec se retrouve débordé, revers à une main aussi. Il tente un revers à une main long de ligne. Il le rate. Et là, il dit, mais putain, mais quel idiot, joue croisé. Et il Oh, le rate de ça. Et là, déjà, tu te rends compte, tu dis, ah ouais, d'accord, bon là, il y a déjà une énorme différence de lucidité entre le mec à -15 et le mec à 32 qui tente un truc qui va jamais réussir. En plus, il y avait une prise. C'est une prise électrique, son truc, c'est pas possible. Il est en prise inversée, quoi. Il est en prise de coup droit inversé. Il est comme ça. comment ça, tu la rates jamais? Tu Je la... la rate jamais. Je la rate jamais. Donc ça, c'est des phrases qu'on entend assez souvent. Après, des phrases qu'on peut entendre assez souvent aussi, c'est le mec qui est 15-5 ou 30. Des fois, on peut l'avoir un peu plus haut aussi, hein. Et qui dit putain, mais arrête de jouer comme un 35, Ouais, alors qu'il est en train de jouer à 32, tu vois, ou à 31. Et non seulement c'est irrespectueux pour le mec en face, c'est irrespectueux pour les mecs qui sont à 35, mais en plus de ça,
ils se rendent pas compte que lui, peut-être qu'il joue 35 sur ce moment-là, pour de bon. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es 15-5 que ça atteste d'un niveau. Il se peut que le mec en face de toi soit chiant à jouer, et du coup, ben, ça fait que t'arrives pas à faire les coups que tu faisais. Et dénigrer un classement inférieur comme ça, je trouve que c'est monnaie courante quand même, hein. Mm. Ils le font très, 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 très souvent. Il y a Après, un autre exemple que tu m'as témoigné, c'est en dehors du cours, euh, ça joue machin, là, il devrait jamais être 15-1, ça joue 3-6 tous les jours. ouais, alors, Ça a une qualité euh, de frappe de ouais. 2-6, 1-6, et le mec est à 15-1. Alors, Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on entend souvent. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Enfin, comment tu l'as entendu déjà? Et alors qu'est-ce que ça, tu réponds? on l'entend assez souvent. Alors c'est très souvent, c'est le cas généralement quand on parle d'un joueur qui a un bon bras. Ouais. À chaque classement, généralement, quoi, pas à chaque classement, mais dans chaque club, tu as un mec qui a un bon bras. Généralement, c'est aux alentours de 15. Tu vas avoir même des mecs à 1,6 qui ont des bons bras. On va dire, oh pétard, mais lui, il a un bras, il a un bras de première série. Sauf que c'est généralement Gérard, 60 ans, qui sort cette phrase-là, et après, c'est repris en cœur par tout le club. Et tout le club croit que le mec 1,6, là, il a un bras de première série. Et ils s'en font une histoire et ils en font une réalité. Oh, putain, lui, il a vraiment un bras de 1,6. S'il n'avait pas été con, s'il n'avait pas bu autant de bière, bon, je pense il serait au moins promo, quoi. Et ils en font une réalité. Et du coup, il crée une légende comme ça. Et du coup, ce joueur 1,6, qui a peut-être jamais joué plus haut que 1,6, tout d'un coup se retrouve sur le toit du monde en disant, putain, il joue première série. Et ce qui est drôle, c'est que, tu vois, il y a 2 jours, j'étais avec, non, même hier, hier, on en a parlé avec Antoine. Ouais, avec Antoine Wang, hier, on en a parlé. Avant-hier, on en a parlé. Parce qu'Antoine, là, il a un classement qui fait qu'il est obligé de retourner sur les futurs. Et il me disait, l'autre jour, il y a une anecdote où, pareil, il y a un mec à 500 qui joue très bien, qui frappe très fort. Et là, les mecs à côté qui font le futur aussi et qui sont pas lucides. Et qui disent, ah, lui, tous les jours, il bat un mec top 20. D'accord. D'accord. Mais écoute, c'est bien. C'est bien. Mais c'était quoi? C'est des spectateurs du futur? Non, non. Des fois, c'est des joueurs. Ah ouais, d'accord. Mais c'est des joueurs qui sont futurs et qui sont pas lucides. Ouais. Et en fait, chaque joueur a son niveau de non-lucidité. Et alors, qu'est-ce C'est-à-dire que que tu leur réponds à cela pour les remettre dans le droit chemin? des fois, il y a rien à répondre. Parce que c'est tellement aberrant, c'est tellement bête. Tu peux rien dire. Et puis après, tu vas dire, attends, mais tu réalises ce que tu viens de dire quand même. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire une frappe de première série? Est-ce que tu as déjà vu des joueurs première série de près? Alors déjà, c'est quoi première série? C'est un mec qui est moins 30. Je fais non, déjà, c'est pas même pas moins 30. Hmm. C'est plus haut que moins 30. Et au moins 30 toujours, c'est déjà le numéro 30 français. Ensuite, un mec qui est première série, généralement, c'est top 250 mondial. Entre 300 top 250 mondial. Ok. Est-ce que tu as déjà vu des matchs de Challenger? T'es déjà allé voir des matchs Challenger sur le bord du terrain? Ah non, non, non. Alors, comment tu peux dire que ça joue première série? Hmm. Est-ce que tu te rends compte de l'intensité qu'il y a? Comme le mec, il dit, oh là là, sur ce coup, on dirait Roger. J'ai joué comme Roger. Ouais. Il s'imagine des trucs qui sont complètement, complètement erronés. Et la meilleure des réponses, généralement, c'est de mettre moi, ce que je fais, hein, c'est je prends il y a énormément de vidéos sur YouTube avec des ralentis et également des vidéos qui sont très proches du cours. Donc, ce qu'on appelle le court side view, qui ont été filmés par des téléphones portables. Et là, tu vois la vitesse de jambe et la vitesse de bras des mecs. Et là, Hmm. les joueurs réalisent à quel point ce qu'ils viennent de dire, c'est débile. Hmm. Parce qu'après, eux, ils filment aussi. Voilà, on compare les deux. Tu m'avais fait une autre réponse aussi en me disant, tu vois, admettons, t'as un gars qui est 30 qui voit un mec, ou un gars qui est 34 qui voit un mec 15-2 ou 15-4 et qui dit, ah, putain, ça joue 15-5-6 tous les jours. Ouais, Et en fait, tu m'avais débriefé en me disant, non, ça joue pas 15-5-6 tous les jours. Ça joue 15-4 parce que aujourd'hui, le mec
et 15-4, c'est bien qu'il y ait une raison, en fait. Oui, bien sûr. À moins qu'il ça soit un ancien 2-6 et qu'il soit redescendu 15-4. Mais sinon, il y a une raison pour que tu sois à ton classement. Donc, t'as beau avoir un bon bras, comme tu disais avant, sur le mec à 1-6, mais en soi, si t'as ton classement, c'est qu'il y a une raison. Il faut arrêter de se monter le bourrichon D'accord. juste parce que ça fait un peu de beau jeu, parce que c'est un peu de talent. Tu m'avais parlé du talent aussi. Exactement. Mais on en revient à cette notion de talent. Moi, j'en avais parlé, je pense, sur les réseaux. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on en avait discuté. Aujourd'hui, malheureusement, on juge le talent que sur un axe, la gestuelle, la beauté gestuelle. Et on Hmm. parle que de ça. Et on dit la beauté gestuelle, notamment du haut du corps. On parle jamais du jeu de jambes. Hein. Tu diras jamais qu'un mec est talentueux du jeu de jambes. Hein. Tu diras qu'il a une bonne main, tu diras qu'il a un bon bras, tu Ouais. diras qu'il a un bon toucher. Ou que c'est un Et ça, croco. Si c'est un bon jeu de jambes et une bonne couverture, ouais, bah, tout de suite, c'est un ouais, rat, mais quoi. c'est un rat. Et là, ça devient péjoratif en plus. Ça devient péjoratif. Ça devient péjoratif. Mais ça, c'est très français. Hein. Pour tous les Attention. rats Hein. que nous sommes. Allez, moi, je vais vraiment mettre un énorme panneau avec rat forever. Raton, rat, ce que tu veux, quoi. Mais c'est là où ils n'ont pas non plus compris le tennis. C'est-à-dire que, ah ouais, le mec, tous les jours, ça joue 15, 5, 6. Ben non, pas du tout, parce que s'il jouait 15, 5, 6 tous les jours, ben, peut-être qu'il serait 5, 6 en fait. Aujourd'hui, le classement français, il est quand même bien fait. Il y a assez de tournois pour faire des montées au classement. Tu vois, moi, je fais plus de tournois. J'ai été 2-6 il y a des années de ça en arrière. Aujourd'hui, je suis 15-4. Je fais plus de tournois. Bon, si je fais un tournoi, il se peut que je passe des tours, il se peut que j'en passe pas. Mais de là à dire, je vais arriver et je vais gagner jusqu'à un 6, c'est ultra présomptueux. Bien sûr. C'est ultra présomptueux parce que déjà, le niveau de jeu en match est différent du niveau de jeu d'entraînement. Il y a la notion de pression, il y a la notion d'absorption physique et mentale des matchs, l'enchaînement, l'usure mentale qu'il peut y avoir. Et il se peut que je passe plusieurs tours, comme il se peut que je passe pas plusieurs tours. Mais quoi qu'il arrive, si je fais une saison pleine, à la fin de l'année, j'aurai le classement que je mérite. Hmm. Claro que si. C'est, 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 c'est c'est un peu Autre, la base, quoi. autre aberration à noter? Autre aberration, il y avait quoi encore? Ouais, elle était très vulgaire, mais c'était à l'époque. Hein. C'est un mec à Négat, je sais pas s'il va se reconnaître, mais putain, il en sortait une. C'était une par, ouais, une par 7. Et là, il se retrouve à perdre au début de match. Il était à moins 4 moins 15 il joue à moins 2. Là, il hurle, il se met à genoux sur le court, main vers le ciel comme ça. Je suis né sous le signe de la méchante. Il hurle comme ça. Il hurle. Si bien que tout le public du club commence à dire, mais c'est qui ce fada? C'est qui ce farfelu? Finalement, il s'est remis le cerveau à l'endroit, il a gagné le tournoi quand même. Quand il a gagné ce match-là, Ah il a ouais, gagné quand le tournoi. même. Ok. Après, les autres aberrations, l'aberration numéro une du spectateur, c'est celle-ci, c'est le joueur sert une double faute et la famille de l'adversaire dit, allez, c'est comme ça, hein. Ah ouais, j'avoue. Ouais, moche. Celle-là, mais tu l'as à chaque fois. Celle-là, tu l'as, mais c'est régulier quand même, c'est récurrent. T'as envie Là, de leur tu l'as. dire quoi? T'as envie de leur dire quoi? Comment. T'as envie de leur dire quoi à la famille? À tous ceux qui réagissent comme ça, quoi. La première des choses, ce serait de s'énerver, mais il faut surtout pas s'énerver. Parce que si Hmm. tu t'énerves, tu leur donnes du grain à moudre. Hmm. La meilleure des réponses, c'est de laisser le match terminer, déjà, et de discuter tête froide à la fin et leur dire, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, là? Imaginez, vous inversez la situation, et c'est votre enfant qui fait une double faute, et moi, je suis l'entraîneur à côté, je dis, oui, c'est comme ça! Hmm. Donc, non seulement c'est irrespectueux, et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec avec ce qu'il vient de faire, c'est bien, quoi. Il y a rien de bien. Ouais. Parce que ça dépend pas de lui. Un joueur, je sais pas si t'as eu ça, un gamin ou un joueur qui passe son temps à chouiner sur le court. Ouais, tout le temps. Qu'est-ce que tu lui dis à la fin du match? Parce que j'ai eu le cas contre un BE, 35 ans, Ouais, 5-6, qui a ouais. passé son temps à pleurer. Mais quand je te dis pleurer, Tu as gagné le match, là? je gagne 1 et 2.
Ouais. Et je suis redescendu 15-1, donc forcément, il avait un peu les boules. Mais, c'était aberrant de voir un mec qui est enseignant et qui avait des jeunes qui le regardaient autour, qui l'encourageaient. Et il a passé son temps à brailler, à gueuler, à machin. Si bien qu'à la fin du premier set, je lui ai dit, et juste pour que je sois au courant, est-ce que tu vas pleurer jusqu'à la fin du match? Ou à un moment, tu vas réaliser ce que tu es en train de faire? C'était plus fort que moi, tu vois, j'aurais pu rester dans ma bulle et me dire, À quel moment ça? je lui ai dit à 600, fin du premier. Ok. J'aurais Ok. pu me dire, le mec est en train de s'auto-détruire. Donc Ouais, 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 ouais. laisse-le, tu vois. J'aurais fait ça si j'avais 16 ans, 15 ans, 14 ans, où tu as le couteau entre les dents et tout est prétexte à gagner plus vite. Sauf que là, quand tu fais ta journée de boulot, que tu vas faire un match de tennis, que tu as aussi envie de transpirer, de passer un moment sympa, non, à la fin du premier, je me suis dit, ouais, c'est plus fort que moi, je lui dis, tu vois. Et il a braillé jusqu'à la fin. Toi, en tant que coach, comment tu débriefes après avec le joueur? Ou même pendant le match, je sais pas, comment tu fais. Alors, ça m'est arrivé d'être ultra sarcastique avec ça, Ouais. parce que j'en ai beaucoup de gamins qui font ça. Et quand ils le font, ce que je fais, c'est que je... Attends, j'arrive. Ah, je fais ça. Je fais comme ça, je fais... C'est mythique. Mais ça, tu les as dans la bagnole, les mouchoirs, tu vas les chercher, quoi. Non, j'ai le paquet dans... Alors, j'ai pas un truc comme ça, hein. J'ai un Ouais. paquet, et je fais comme ça. Je fais, ouh, coucou. Ou alors après, je fais pire que ça, je me mets comme ça. Ouh, et moi aussi, je me mets à chouiner, mais comme une madeleine, un truc débile, hein. Pendant le match? Ouais, ouais. Ouh, comme ça. Ah, c'est Ouais, énorme. faut être un peu possédé. Et après, du coup, des fois, le gamin, il réalise à quel point il est ridicule. Et là, il change de comportement. Ou alors, s'il change pas de comportement, bah, à la fin du match, on a une bonne discussion. Hmm. Parce que c'est pas tolérable, en fait. Et ce que tu viens de me dire de la part d'un enseignant, c'est encore moins tolérable. Un gamin, tu sais qu'il va pouvoir évoluer. Tu sais qu'il va pouvoir, à un moment donné, peut-être de mettre du plomb dans la cervelle et se dire, bon, écoute, voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Hmm. Quand tu te rappelles de Federer au début de sa carrière, il était comme ça. Il a réussi à changer. Donc, s'il a réussi à changer, ça veut dire qu'il a fait un travail sur lui. Avoir un mec de 35 ans qui est enseignant, qui est classé 5-6 et qui fait ça, c'est absolument scandaleux. Ah ouais, c'est lunaire. Mais à l'époque, je t'avais raconté cette anecdote de match qui est hallucinante. Euh, je joue à un tournoi, je gagne le premier tour le matin, assez difficilement. Le mec en face, son père casse les lunettes, il casse tout, il casse le téléphone, il casse tout. Oh, Oui, oui, on est dans le sud de la France, hein, et là, c'est des mecs chauds. Et moi, j'ai terminé le match, j'étais un peu en crampe. Jarvis m'avait dit que je rejoins un panier, je fais, y a pas de problème. Et je me retrouve à manger donc sur place et à attendre mon match. Et j'ai un jeu, style, je suis plutôt en remise, hein, je suis plutôt un contreur, remiseur, voire rat- raton, raton forever. voilà, qu'un mec qui met des plombs. Et là, je dis au Jarvis, je fais, tiens, cet après-midi, je sais pas comment je vais faire, je pense qu'il va falloir que je prenne un peu plus de jeux à mon compte, je vais un petit peu plus envoyer. Et je joue contre un prof qui, qui a été plus haut, en plus, qui a été à zéro. Et là, il doit être 4-6 ou 3-6. Et, euh, et le gars, dès le début du match, je trouve qu'il a une attitude très hautaine. Il me prend pour un... À l'époque, j'avais 20 ans, il me prend pour un sbire. Et finalement, le match se déroule et je mène un 6-3, 5-3, balle le match. Et jusque-là, déjà, il avait cassé une raquette, hein. Mais Ah la oui. radicale, il l'avait explosé en mille morceaux sur le terrain. Il avait hurlé de tous les noms. Sa femme l'avait dit de se calmer. Bref. Puis on est à 6-3, 5-3. Balle de match pour moi. 40-30. Je serre la balle et je stresse. Je fais un kick latéral grillage. Ouah. Deuxième balle de service, kick, même chose quasiment, latéral mais bas du fou. Le mec me regarde et il me fait, allez, la troisième set, là, c'est pour moi maintenant, merci. Et moi, je Oh. commence à trembler dans tous les sens. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui?
Et puis, on arrive à 5-4. Il passe devant moi. Il prend sa bouteille d'eau et il la jette au-dessus du grillage à son pote qui est derrière le grillage. Tiens, là, il y a 3e set, là. Et il me regarde. Mais Ouais. très fier, hein. Très, très Ouais. fier. Bref, finalement, 5 partout. Je commence à trembler comme jamais. Et puis là, mon jeu, il est. Alors, forcément, je suis à 2 miles, là, hein. Je pousse la balle, mais je ne sais même pas si c'est 2 miles. Je pense que c'est 0,5. Je pousse, je pousse, je pousse. Il arrive un passing shot où il me dit faute. Et là, le juge arbitre le déjuge. Le mec repète un câble et je gagne le match. 6-5, 7-5. Oh. Il me serre la main. Il me dit, putain, bravo jeune. Je fais, attends, tu me dis bravo jeune, mais t'as vu le comportement que t'as eu à... Il me dit, mais j'ai 40 balais, si je fais pas ça, je gagne jamais. Ok. Voilà. Donc en fait, les mecs, si tu veux, ils jouent ce rôle-là. Le mec qui va pleurer, il joue ce rôle-là pour que tu rentres pour essayer peut-être de te faire dérouter. Tout comme un Jimmy Connors à l'époque pouvait le faire, sur ce fameux match contre Aaron Krichstein, je sais pas si tu l'as vu, Non. je t'encourage à le regarder. US Open 90, huitième de finale, ou quart de finale. Aaron Krichstein, c'est la nouvelle vague montante du tennis américain. Nick Bollettieri, gros frappeur. Il joue contre Jimmy Connors, 2-7-0 pour Aaron Krichstein. Jimmy Connors fait un revers long de ligne, la balle est faute. Il sait qu'elle est faute, et il conteste. Et il conteste, et il conteste, et il conteste. Il fait monter la foule commence à s'exciter, et du fait que la foule s'excite, elle commence à prendre fait et cause pour lui. Hmm. Ça a changé tout le match. Et Krichstein, carrière finie. Alors, je peux comprendre l'ancien qui a voulu la jouer traquenard. Après, moi, le mec que j'ai joué, tu vois, j'ai déjà joué au paddle avec lui et c'est un mec, c'est plus fort que lui. Oui, il Il, râle, il il chouine. pleure, il Ouais. chouine et c'est plus autodestructeur que vraiment salvateur pour tu vois, se donner des chances. Donc, tu as Ouais, les deux cas de figure. T'as le mec à l'expérience qui sait que ça peut passer et t'as le gars comme lui, en fait, qui est dans la souffrance complète et qui fait chier tout le monde au final. tu connais la Cité de la Peur? Ah bah ouais. L'acteur Simon Jérémy, qui est toujours hyper content, il vomit. Du coup, je lui repris cette phrase, tu vois, genre, parce que il y a des gamins en fond, là, il y en a un qui fait que râler. Ouais. Dès qu'il rate, il fait quand ça se tend le visage, et tout le monde dit, mais j'ai l'impression que la langue, elle va sortir comme ça. Et du coup, avant chaque entraînement, je lui fais, t'es content? Et il me dit, ouais, je suis hyper content, là. Et du coup, en dédramatisant la chose, en prenant le truc comme une débilité, il Ouais. arrive à se relâcher. Mais D'accord. c'est pas gagné, hein. Ah, C'est putain, pas tu gagné. m'étonnes. Tu C'est pas m'étonnes. gagné. Bon, on a fait le tour ou on a un bonus? J'essaie de voir ce que j'ai un petit peu en stock là. Euh, Anecdote de match, il va se reconnaître direct. Je suis persuadé qu'il va se reconnaître. Mais c'est une anecdote beaucoup plus sympa qu'autre chose. Bertrand, si tu nous regardes, c'est pour toi ça. Tournoi, tournoi de plage il y a très longtemps en arrière. Et c'est un joueur que je connaissais pas à l'époque. Et il arrive avec une glacière bleue énorme. Une glacière, mais mémorable. Une glacière, la grosse glacière bleue. Et moi, j'étais assistant du jardin, je fais, putain, t'es bien équipé quand même, hein. Il fait, ouais, ouais, t'inquiète, tu vas voir. Il va sur le terrain, plein été, hein. Il sort une raquette Orange Wilson, un truc que je connaissais pas du tout. Et je te dirai à peu près la raquette qu'il s'agissait. Le mec va sur le terrain, premier changement de côté, il ouvre la glacière, il va voir l'adversaire, il fait, ah, je te sers quoi, Manzana, Ricard? Et je disais Pringles. Et l'autre en face, non, non, mais moi je veux passer mon DE, je suis très sérieux, il faut que je monte 15 absolument là, j'ai pas le temps pour faire ces choses-là. Et Ah, finalement, il était tombé sur le bon client en plus. Il savait. oh putain. Finalement, Bertrand a bazardé le match et on s'est retrouvé au clubhouse. Je lui dis, mais c'est quoi cette raquette? Il me dit, ben, écoute, c'est une raquette de Roger Federer que j'ai peinte en orange. Je fais, Ok. mais attends, t'as pris une bombe et ouais, j'ai pris une bombe limite de graffiti et j'ai fait ma. Et du coup, la raquette a payé 450 grammes. C'était un âne mort, la raquette. Mon Dieu. Ah non, Oh mais là là. Ah, il y a vraiment des mecs lunaires chez vous. Enfin, c'est ce qui fait
Mais pour en revenir sur les mecs qui pleurent, ça arrive très souvent, et je mets en garde même les auditeurs, quoi, les spectateurs, hein. Ça m'est arrivé sur un match à promotion à l'époque. J'étais venu avec un pote qui était promo, qui jouait sur un autre mec qui était promo, et mon pote est en train de gagner le premier, quoi, il gagne le premier, et dans le deuxième, il gagne. Et l'autre, ah, j'en ai plein le cul, j'en ai marre, et je vais arrêter, et je vais faire ci, et je vais faire là, et j'en ai marre, et j'en ai marre, et j'en ai marre. Et en fait, à force de faire ça, il balance un coup, il balance un deuxième coup, et ça commence à rentrer, il se relâche. Ouais, Il est revenu au match, et il a gagné le deuxième set. Là, mon pote sort du terrain, il me dit, putain, le mec, il me l'a fait à l'envers, quoi. ouais. Il me l'a fait à l'envers. Du coup, bah, le début du troisième, il a fallu qu'il resserre les boulons. Le premier jeu, il a duré une quinzaine de minutes avant de finalement de gagner le match et de gagner le tournoi. Mais si tu veux, il y a trop de place, je trouve, sur le point français. Le juge arbitre devrait avoir beaucoup plus de poigne pour arrêter ce genre de comportement. Donc quand le mec l'a fait à l'envers, le Jordi, tu penses qu'il devrait dire un mot derrière le grillage? Oh, oui, oui, oui. Oui, oui, Ouais. arrête. Arrête. Arrête-toi. Arrête tout de suite. Arrête. C'est pareil pour les jeux de raquettes, pareil pour les jets de balles, pareil pour les insultes. Euh, le mec qui hurle, là, ça joue pas un gramme. Le mec est nul. Ah oui, ça aussi. Le mec est nul. Putain, le mec est nul. La C'est c'est- classique. c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des discours pareils sur les terrains. Moi, il y en avait un, j'ai rencontré comme ça il y a des années en arrière. Je mène 6-0, 3-0, et pendant les 9 jeux, il me fait la spéciale. Et j'en ai marre, et qu'est-ce que je fous là? Et je vais m'arrêter, et j'en ai marre. Et puis à 3-0, il me fait la... Bon, ben, je vais aux toilettes. Et puis il y va un quart d'heure. Et puis il revient, et là, moi, j'ai perdu mon truc, hein. J'ai perdu ma dynamique, et ça revient 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3. Et là, je me retrouve prostré sur ma chaise, je me dis, mais je savais que ça pouvait se passer, et j'ai pas réussi à fermer le truc. Et là, du coup, début de troisième, ben là, j'ai plus du tout le même flow, je suis tendu. Puis on arrive à 3-2 pour lui. Et là, 3-2 pour lui, je fais, excuse-moi, je vais aux toilettes. Ah oui. Je suis allé aux toilettes, je me suis vu devant le miroir, j'ai commencé à faire mon Rambo, je me suis trempé les cheveux, à l'époque j'avais les cheveux longs, et j'ai hurlé devant le miroir, et je suis revenu et j'ai gagné le match. Et, Allez. et fin du match, je serre la main, je fais bien jouer. Il me fait non, j'ai mal joué. Je fais non, mais tu sais très bien de quoi je parle. Ouais. Et tu vois, s'il y avait un juge arbitre qui a 3-0 avait vu la sortie du mec, eh ben, il lui aurait mis des avertissements pour le temps qu'il passait dehors. Ouais. C'était fini. Ouais. Et finalement, ça aurait été un match peut-être où je gagne 6-0, 6-2 ou 6-0, 6-3. Ouais. T'as fait une petite Mais il y a, zicasse, le gars. il y a trop de laisser-aller au niveau du juge arbitre. Et je pense qu'aussi, le fait qu'on s'auto-arbitre, le fait que les joueurs peuvent dire n'importe quoi, le fait que les mecs puissent arriver en retard sans être pénalisés, Hmm. le fait de pouvoir parler en fait à tout va, ça laisse, d'un côté, ça laisse de la liberté, mais ça laisse de la liberté aux gens qui se comportent mal. Voilà. Et ceux qui se comportent bien sont toujours lésés. Et alors, pour faire la balance, un exemple assez honorable, tu vois, de jeunes que tu as eu sur la tournée ou d'adultes que tu as vu en match et tu te dis, voilà, c'est ça qu'on aimerait voir, c'est ça, c'est pour ça que je fais ce métier, tout ça. Enfin, qu'est-ce qui t'a marqué positivement de cette tournée, quoi? Voilà, ce qui m'a marqué positivement, alors très souvent, on avait des super tie-break au troisième. Tu vois, c'est le gamin qui est mené 8-2. Ouais. Il vient de perdre le deuxième, il est mené 8-2 au super tie-break. Et là, le gamin, il bronche pas, en fait. Il moufte pas, il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche, et puis il gagne 18. Et là, tu vois Incroyable. le gosse, c'est comme les dernières, pareil, tournoi du club, le gamin, il est mené 9-0 dans le super tie-break. Il gagne 11-9. Tu te dis, mais c'est Waouh. pas possible. Mais si, c'est possible. Et, et, et ce qui est énorme, si tu veux, c'est d'arriver à se dire, tiens, je suis dos au mur, et malgré le fait que je sois dos au mur, je vais quand même me focaliser sur le point suivant. Et quand tu Hmm. te focalises sur le point suivant, ben, tu oublies tout le reste. T'es pas dans le jugement, en fait. T'es juste sur je ferai mieux, je ferai mieux, je ferai mieux, je ferai mieux. Plutôt que de se lamenter sur ce qui s'est passé, de dire ouais, je suis une baltringue, je suis nul, le mec il est pas bon, je perds sur un pas bon, je perds sur un mauvais, et puis la surface est pas bonne, et puis le vent, et puis ci, et puis là, et puis il y a trop de soleil. Plutôt que de se focaliser sur réellement ce qui est important, c'est-à-dire la balle et le plan de jeu. Yes. Basta. Le reste, on s'en moque un peu, quoi. Belle C'est, image. Ça fait plaisir de c'est, savoir c'est, qu'il y a des jeunes comme ça qui sont capables de rester dans leur bulle et de se battre jusqu'au bout sans rien lâcher, quoi.
Mais il y en a plein. Il y en a plein. Après, le truc, c'est que très souvent, on peut avoir de la frustration quand on perd un point, mais il faut vite l'évacuer parce que si tu commences, quand tu réalises qu'un joueur comme Djokovic, je crois que c'était les statistiques de Fabs Barros, ça. Quand tu réalises qu'un joueur comme Djokovic, sur une saison, un Djokovic ou un Nadal, hein, sur une saison, il gagne 54% des points, tu te dis, attends, le mec est numéro un, il Ouais, gagne 54% des points. Il n'en gagne pas 90. ouais, Donc là, déjà, tu te prends une espèce de claque, tu dis, oh, oh, ah ouais, d'accord. Quand ensuite tu regardes les statistiques de hauteur de passage par rapport au filet, et que tu vois que Federer, sur dur, est à 1,90 m au-dessus du sol, tu dis, ah ouais, d'accord, il passe 4 en moyenne en coup droit à l'Open Australie, c'était 2017 ou 2018, il passe 90 centimètres au-dessus du filet quand même. ouais. Je, je- Du coup, quand tu mets tout ça en perspective, ben, tu vas être beaucoup plus sur l'attitude. Hmm. Tu te dis, maintenant, c'est des joueurs qui sont des légendes du jeu, c'est des joueurs qui sont plus qu'admirables. Moi, je suis quand même à un niveau amateur. Bon, il faut quand même relativiser, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses qui sont essentielles. Et puis, encore une fois, faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'une chance, on en aura toujours. Ouais. Tu perds un match, mais demain, tu peux avoir un autre match. Après-demain, tu peux avoir un autre match. Donc, se focaliser, se dire, ouais, j'ai perdu, je suis nul, j'arrête. Pourquoi t'arrêtes? T'aimes ce sport, t'aimes taper dans une balle. Un mec qui fait un marathon, qui fait, admettons, il vise un 3 heures. Et là, tout d'un coup, il fait pas 3 heures, il fait 3h05. Est-ce que pour autant, il va s'arrêter de faire des marathons? Ah Je suis non. pas sûr. Un mec qui fait de la planche à voile, il rate une figure. Est-ce que tu penses qu'il va s'arrêter de faire de la planche à voile? Non, parce que le plaisir de faire de la planche à voile dépasse ça. Et en Hmm. tennis, tu sais que à la clé, tu peux avoir une défaite. Et ça peut faire mal. Et tu peux avoir une défaite sur quelqu'un qui, tactiquement, te pose des problèmes parce que soit c'est un serveur volleyeur, soit c'est quelqu'un qui frappe fort, soit c'est quelqu'un qui est un remiseur, soit c'est quelqu'un qui pousse la balle à 10 mètres de haut. Il faut s'adapter. Il faut Yes. s'adapter. C'est ça qui est beau. Merci pour le mot de la fin, coach. Bah, de rien. On va rester sur une belle note comme celle-là. Est-ce que tu as des perspectives dans l'immédiat, des échéances qui arrivent ou Ouais, ouais, c'est la bah, rentrée des classes et non, non, ça ressemble? bah, cette semaine, je reprends avec Antoine Wang, qui vient de gagner le 25 000 dollars de Roehampton. Il est Yes. arrivé dimanche soir, donc là, j'enchaîne avec lui. Il prépare Bagnères de Bigorre, Ouais. et ensuite, il va aller sur Plaisir. Je vais récupérer également Laurent Locoli, qui est rentré des qualifs de l'US Open et de Majorque. Il a perdu hier à l'arrache 7-6 contre Alexander Vukic, l'Australien. Donc là, il reprend pour aller sur Cassis. Benjamin joue ce soir contre Nick Kyrgios, vers le Louis Armstrong. Et ensuite, pour lui, il y aura la Coupe Davis. Tu dois être Euh, comme un dingue quand il y a des affiches comme ça. ouais, mais là, ouais. J'avais déjà vu Antoine Wang, si tu veux, jouer contre Nick Kyrgios à l'US Open 2019 sur Ouais. le Grand Stand. En fait, c'est aussi pour ça que tu fais ce genre de métier. Hmm. Là, t'es sur un grand cours, t'as 11 000 personnes, hein, 12 000 personnes. Il y a un bruit de dingue. C'est Il, inimaginable. En fait, faut le vivre il pour le est réaliser. comment, Ben, au vu de cette affiche? Il est très bien. Très bien, il est très relâché et c'est ce qu'il a à faire. Après, il y a pas que, ça dépend pas que de lui, hein. C'est que l'autre, il est tellement exceptionnel que Après, moi, l'autre a hâte que l'US se termine pour rentrer chez lui. Ça peut être une ouais, donnée intéressante à mais, prendre en compte. mais on en parlait aussi avec Antoine hier. On trouve que depuis quelques temps, quand même, Nick, Ouais. il est quand même vachement focus, hein. Il disait contre son pote Tanasi, il avait réussi à Ouais, regarder que la balle et pas l'adversaire. Tu sens qu'il a passé un step ouais, sur la mais concentration. il a passé quand même un cap, hein. Ouais. Lui, c'est pareil, c'est un joueur. Bon, ben voilà, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il y a pas à dire. Et puis les gens qui pensent que c'est que du talent, il n'y a pas que ça, parce que tactiquement, c'est d'une justesse incroyable. Hmm. Donc il y Et a un vrai t'étais à Roland avec Ben parce que Kevin, son autre prépa physique, était pas avec lui à ce moment-là ou comment? Si. ici. Vous étiez tous les deux là-bas. Ouais, en fait, Kevin était avec Hugo Gaston Ouais. et moi j'étais avec Ben et on a fait les séances en commun également. Et au départ, moi j'ai commencé avec Laurent Locoli. Ouais. Donc en fait, pour te dire, dans la structure, il y avait Laurent Locoli. Moi, j'étais avec lui au départ. Lionel Zimbler nous a rejoint. Il y avait Ezra également, l'autre entraîneur, qui était avec Ouais. nous.
il y avait aussi Audrey, qui est l'autre préparatrice physique d'Antoine Wang. D'accord. Donc du coup, on était un bon petit groupe. Il y avait aussi Sacha Guémard, et donc avec qui dont je me suis occupé. Antoine Escoffier, lui, était plutôt seul. Et après, ben, il y a Kevin qui est arrivé avec Hugo Gaston. Et on a fait des séances en commun avec Hugo et Ben au Centre national d'entraînement. C'était vraiment cool de pouvoir partager ça. Et là, c'est vrai que sur les tournois à l'étranger, c'est plutôt Kevin qui fait le job parce il est détaché là-dessus et c'est plus facile aussi pour moi de faire les choses ici sur place quand les joueurs rentrent au tournoi. Donc, voilà, D'accord. vu qu'en plus Kevin connaît très bien Ben, ils font du bon boulot et c'est top, quoi. Et c'est aussi une question de frais, j'imagine, du fait que l'US engendre beaucoup plus de frais que d'aller à Paris, quoi. Non? Ouais, il y a ça. Et puis, c'est vrai que là, il y avait Kevin, il y avait aussi, il y a Martin. On ne peut pas se permettre d'avoir Martin Weiss? trois entraîneurs. Ouais, Martin Weiss. Hein. On peut pas se permettre d'avoir trois entraîneurs sur place comme ça. C'est trop onéreux quand tu vois ce que un joueur dépense. Ça, Hmm. c'est pareil, tu vois. Les gens, ils voient le prize money brut. Ils disent, oh, pétard, ils sont riches. Ouais, calmez-vous. Calmez-vous, parce que quand tu vois le prix d'un avion, aller-retour, quand tu vois le prix également pour le coach, quand tu vois les chambres d'hôtel qu'il faut payer, la Hmm. nourriture, les trajets, etc., puis même une pause cordage. Hein. Une pause cordage en tournoi, ça vaut une blinde. Hein. Ouais. Donc, non, non, Sans compter le coiffeur. quoi faire. Je sais pas, j'ai pas essayé quoi faire. Je me souviens, j'étais à Rome. J'arrive à Rome, t'as Boris Becker qui était en train de se faire un brushing. Tu vois, t'avais le mec avec le sèche-cheveux qui était nickel. Derrière, t'as Kyrgios, je pense qu'il allait chez le coiffeur, mais tous les 2 jours. Benoît Paire qui se faisait la barbe tous les matins. Ah, les mecs, je veux dire que il lésine pas sur le, tu vois, il dit, mais mon gars, t'étais déjà sur ce siège là il y a 2 jours. Qu'est-ce que t'as besoin de couper? C'est vrai que tu dis ça parce que hier j'étais chez le coiffeur Ouais. et le coiffeur me dit j'en ai marre des gens qui se font couper les cheveux toutes les semaines. Ah ouais, alors que c'est son boulot, le gars, il devrait être Et content. il me dit mais finalement les gars mais acceptez d'être un petit peu sauvage en plus. Ouais. Ouais. Soyez un petit peu sauvage, soyez un petit peu surfeur, je sais pas, faites quelque chose, mais arrêtez de vouloir, de croire que. Et même, je vous dis un truc, si vous êtes plus sauvage, vous plairez encore plus à lancer une. Bon, bah là, on a tous les deux la coupe rentrée, on repassera pour la sauvage attitude. Non, mais bon, c'est assez drôle, mais c'est vrai que les dépenses des joueurs en tournoi, Elles elles sont sont assez colossales. phénoménales. Ouais. Ouais, elles sont colossales. Quand tu passes une pause cordage, c'est $30. Là, ça va très vite. Les mecs Ça va sont très capables de vite. corder 5-4 d'un coup. Ah oui, ça va très vite. Tu te retrouves là, puis t'as $150 qui est parti comme ça. Mm. Donc, non, non, c'est très cher. J'essaie de voir une dernière note de match pour voir ce que j'ai, mais faudrait que j'ouvre mon petit calepin. On a fait un bon tour d'horizon. N'hésite pas à me faire un Ouais. audio sur WhatsApp et j'ai j'ai fait un compte Insta dédié au podcast. Je la mettrai en post sur le compte Insta. Mais en tout Ouais, cas, voilà, c'est un épisode de rentrée. T'es le premier invité de cette 5e saison déjà du podcast. Voilà, c'est un épisode pour reprendre en douceur. Plutôt que de faire une rediff, je trouvais ça sympa de surfer un peu sur cet élan de tournée d'été où ben, les personnes qui ont parfois un peu pété des câbles vont pouvoir dédramatiser en se disant ça va, je ne suis pas seul et j'ai quelques clés pour être moins débile les prochaines fois parce que bon, on l'a tous été plus ou moins à notre échelle. Je dis pas que j'ai été tout blanc non plus pendant cette tournée. Et puis ça fait du bien. Merci d'être un lien privilégié entre vraiment le milieu amateur et le circuit pro. C'est incroyable d'avoir cette double casquette et c'est hyper cool. je trouve que le niveau amateur, en fait, moi, j'adore ça. J'adore ça. Là, tu vois, j'étais aux États-Unis. J'adore aussi le college tennis. Le Ouais. tennis de fac, je suis complètement fan. J'adore l'énergie qui règne. Je suis fan. Et c'est vrai que même traîner dans les tournois amateurs, hein, je trouve ça cool. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport au tennis pro. Et puis même des fois de voir autre chose. Là, je suis allé voir aussi des matchs de beach volley sur la Californie, à Los Angeles. Ouais. Voilà, l'un des plus gros tournois. La mentalité est totalement différente. C'est beaucoup plus positif. Ok. Beaucoup plus positif, beaucoup plus dans le soutien, beaucoup plus dans. Et puis j'aime bien ça. Et je pense qu'on devrait s'inspirer de ce genre de sport des fois. Beach volley, très bien quoi. Beach volley, surf, skate. C'est là où je vois la casquette de la haute performance qui analyse tout comme Sam Sumi qui va toujours chercher des pistes à droite à gauche pour ramener dans son domaine d'expertise.
C'est ultra important. Je vois même mon frère avec la boxe, tu vois. Tu peux pas avoir le boulard en boxe. Si t'as le boulard, il faut vraiment que tu sois largement au-dessus. Si t'as le boulard, t'as pas le droit à l'erreur. En tennis, trop souvent, le mec se regarde un peu le nombril. Pour les US, je rêve d'aller en université, de faire une sorte de documentaire de, je sais pas, une dizaine d'épisodes pour vraiment montrer de l'intérieur. Si vous avez des plans, si vous écoutez le podcast et que vous avez des plans sur les États-Unis, je parle avec quelques personnes, quelques agents qui envoient les étudiants aux US, donc j'essaye de pousser cette porte. Mais si des auditeurs ont des plans, vraiment n'hésitez pas. Et pareil, autre appel, l'année dernière, on a suivi le club de Bordeaux, Villa Primrose pendant les Jeux Olympiques, pas du tout, les matchs par équipe d'hiver, championnat de France, où on avait quand même suivi Hugo Grenier, Benoît Paire, Steve Darcis, Romain Jouan. On avait fait 4 épisodes et c'était hyper cool parce que là, on voit Hugo qui passe ses 2 premiers tours sur les 2 derniers grands chelems, donc c'est sympa, c'est une belle évolution. Benoît qui est toujours lunaire à filmer, donc c'était du bon contenu. On cherche un autre club à filmer pendant les matchs par équipe d'hiver, donc pareil, si vous avez une piste ou quoi, on relance les démarches. C'est maintenant que ça se joue, donc n'hésitez pas à nous filer des coups de main là-dessus. Voilà, les messages sont passés. Et encore un grand merci Ralph pour ton temps, c'était très cool, je me suis bien marré. Merci. À très vite, prends soin de toi. Si tu perds un match, n'arrête pas le tennis. Et j'y ai repensé, il y a quand même Agassi, hein, mine de rien, qui avait filé ses raquettes à un SDF au pied d'un arbre. Ça peut arriver même à un mec qui est monté numéro 1 mondial plus tard. Enfin, c'est fou, quoi. Complètement. C'est des trucs de farfelu, hein. Les mecs sont complètement possédés. Yes. Allez, un grand merci. Et merci pour ton temps, merci pour la passion, c'est toujours un bonheur. Bye bye. À plus, Ralph. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de reprise avec Ralph. J'espère qu'il vous aidera sur et en dehors du cours. Si c'est le cas, venez me le dire en commentaire, savoir vous aussi les aberrations peut-être que vous avez vues et entendues cet été ou précédemment dans votre carrière de joueur, de joueuse, de parent de joueur, peu importe. Faites-nous kiffer parce que vous avez pu le voir, moi je suis friand. Je peux rapidement pleurer de rire. Voilà. Je vous mets également le lien vers les masterclass de Ralph pour progresser physiquement et techniquement. Tout ce qu'on a tourné ensemble est filmé sur le cours, c'est facile à suivre et surtout hyper instructif. Je sais pas si vous suivez Ralph sur Insta, mais c'est une machine de guerre de compétences. Et tout ça est à votre dispo, alors surtout foncez. Merci par ailleurs à Matt, Coolben et Co pour les derniers commentaires qui font chaud au cœur sur Apple Podcast. Ben nous écrit du tennis, du rire et beaucoup de savoir. J'écoute régulièrement les podcasts de Tennis Légende avec beaucoup de plaisir. Au programme de ces podcasts, du rire et du tennis, c'est très pédagogique sans se prendre au sérieux. Je suis un grand fan de tennis et je peux que dire merci à Tennis Légende pour tous les contenus qui me permettent d'en savoir plus sur le tennis. Alors voilà, merci Ben, et viens aussi me dire ce que tu penses du podcast, ça me motive à continuer, ça nous permet de mieux référencer la chaîne, donc d'avoir des invités de ouf, et surtout pensez toujours à ça, vous êtes des ambassadeurs du podcast, tous à votre échelle, pensez au bouche à oreille, transférez cet épisode à des fous sur le cours, qui seront peut-être ravis d'écouter les podcasts, de découvrir les podcasts. Et voilà, le bouche à oreille, vraiment encore et toujours, transférer à chaque fois les épisodes aux gens à qui ça vous fait penser et vous nous permettez de rayonner. Donc par avance, un grand merci. Un immense merci aussi à Nico et Jérémy pour les derniers tips sur la plateforme Tipeee. Ça permet de soutenir financièrement le podcast. Tu peux le faire à hauteur de 2 à 5 euros par mois ou plus si le cœur t'en dit. On cherche encore notre modèle économique et ce soutien financier est hyper important pour continuer. Il suffit de taper Tipeee, T-I-P-E-E-E, suivi de Tennis Légende Podcast dans Google et à te laisser guider. C'est très simple. Par avance, un grand merci. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. À la semaine prochaine, les légendes. On repart avec un invité qui va vous faire kiffer. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite.